Bon matin et bon début de semaine. Donc, on poursuit avec Véronique et comme je l'ai promis la semaine dernière, je ne parlerai pas pour lui laisser le temps de compléter sa présentation. Je vous attends, je vous attends. Vous avez vraiment apprécié le direct la semaine dernière. Bon matin, Marie-Josée. Donc, Véronique, qui est herboriste, naturopathe et qui s'est spécialisée depuis toujours là, dans les hormones au féminin, surtout, et qui a lancé avec Docteur Deshôtels un site donc sur les hormones au féminin. Donc voilà. Au festival ici, elle a eu une belle conférence que vous avez vraiment appréciée. Donc, on vous la présente ici et on a déjà mis aussi le début de sa présentation parce qu'il y a beaucoup d'informations la semaine dernière. Donc, c'est sur le site aussi. Je vous donnerai le lien. Je vous donnerai le lien aussi vers sa formation. Bon matin. Bon matin! Et comme je l'ai dit il y a quelques minutes, je ne parlerai pas pas de présentation, rien. Comme ça, je te laisse le temps. Et tu as eu la liste des questions des Oui, femmes la semaine dernière. oui, j'ai regardé ça. Fait que je vais répondre globalement. On verra le temps qui nous reste, là, mais C'est j'ai ça. coupé des petites portions aujourd'hui juste pour être sûre de bien respecter le temps qu'on a. Bravo. Donc, jusqu'à, tu sais, on pourrait se dire jusqu'à 10 heures ta présentation, puis on répondrait aux questions tu sais, que les femmes ont posées la semaine dernière. Très, très, très apprécié, hein? Ah, tant mieux. Tant mieux si ça peut être utile. C'est le plan, là. C'est de partager et faire de l'éducation à la santé. Mais je trouve ça important que les femmes aient accès à cette richesse-là en arrière des hormones puis tu sais, de ce qu'on entend régulièrement que c'est compliqué puis qu'on est très symptomatique, d'essayer de comprendre comment est-ce on peut faire avec aussi puis comment on peut optimiser jour après jour notre équilibre hormonal. Fait qu'on va continuer un peu là-dessus. On va commencer à partir de 35 ans aujourd'hui. Donc, on a vu le cycle menstruel la semaine dernière. Fait que je vais repartager mon écran. Bon, Yes. puis là, c'est ça. Fait que là, on a vu que là, c'est ça. Là, je te vois plus, par contre, là. Non, c'est pas grave. Mais on te voit, on me voit, puis on voit bon, là, la mi-trentaine, entrer dans une zone de turbulence Ouais. hormonale. C'est ça. Fait que, évidemment, tu sais, comme la semaine dernière, j'avais essayé de partager en diaporama, mais je ne suis pas capable d'avancer les différentes images. Fait que je vais le laisser comme ça avec toutes les informations autour. Là. Désolée, c'est un moins beau visuel. On comprend. Non, c'est parfait comme ça. Parfait. Donc, c'est ça, la semaine dernière, bon, j'ai pris tout le temps finalement pour parler du cycle menstruel, puis de l'importance, en fait, de ces fluctuations hormonales qui sont physiologiques, puis qui amènent des avantages, hein, que dans les 2 premières semaines du cycle menstruel, on est inégal sur tous les plans par rapport à la deuxième partie de notre cycle menstruel, donc la phase folliculaire, la phase lutéale. Les hormones dominantes ne sont pas les mêmes, donc ça se traduit par un état global de santé, mais aussi de capacité exécutive, cognitive, de performance physique différentes. Et là, on arrive à notre mi-trentaine et la mi-trentaine, bon, bien sûr, la puberté, c'est une zone aussi, bien sûr, de turbulence hormonale, puis la périménopause un petit peu plus tardive aussi. Mais la mi-trentaine, c'est un moment clé. Un moment vraiment important. Et en fait, cette entrée-là, dans cette petite zone de turbulence-là, là, elle peut passer de façon un peu inaperçue. Puis on va sentir que, il me semble que j'ai un syndrome prémenstruel qui est un petit peu plus accentué par rapport à mes autres années. Puis des fois, on met ça sur le lot, évidemment, du stress, le fait peut-être à la mi-trentaine, on a eu nos enfants, on a la carrière, on a des enjeux et tout ça. Mais il y a aussi des hormones en arrière de ça qui commencent à fluctuer.
Et on dit qu'à partir de 35 ans, on entre effectivement dans la périménopause. Et pourtant, Ah, oui, et à oui. partir de la mi-trentaine, il y a peu de femmes qui regardent, qui regardent leur parcours en pensant qu'elles sont déjà rendues là. Hein? Je veux dire, à la mi-trentaine, on est éternel. Là. Je veux dire, la ménopause, on repassera. C'est pas pour moi, c'est pas pour tout de suite. Mais en fait, comme on voit dans le petit tableau ici, on voit qu'à partir de 35 ans, oups, il y a un décrescendo progressif, évolutif, hein, une descente progressive de nos hormones. Et entre 35 ans et 50 ans, la femme va perdre 75 en fait, une réduction de 75 de sa progestérone. Et la oui, ça s'explique, je vais vous en parler. Puis, l'estrogène, elle diminue aussi entre 35 ans et 50 ans de 35 fait que ça se crée un écart, en fait, parce qu'on a vu la semaine dernière que ces hormones-là, ben, ils ont une danse adaptative ensemble, puis qu'un grand flot d'estrogène amène une belle possibilité de progestérone et vice-versa. Puis là, il commence à se créer un décalage. Et à partir de la mi-trentaine, ça va se traduire, bien sûr, par des signes et symptômes qu'on va voir ensemble. C'est qu'à partir de la mi-trentaine, quand j'ai parlé du cycle menstruel, on se disait quand tout va bien, quand il n'y a pas de stress, quand c'est régulier, physiologique, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pathologie, ben, on prépare le terrain avec de l'estrogène, ça permet de faire maturer un ovule, puis à la mi-cycle, il y a le potentiel d'ovulation, et une fois que j'ai ovulé, une fois que mon ovule a quitté le lit, bien, ce lit-là, se transforme en glande transitoire pendant 2 semaines et ça me permet de sécréter de la progestérone. Mais à partir de la mi-trentaine, je commence à avoir des cycles où je vais peut-être quand même menstruer de façon régulière, mais où je n'ai pas ovulé. Et il ne faut pas confondre menstruation égale ovulation. OK. Fait que, par exemple, une femme qui va prendre un anovulant, elle va être menstruée. Il y a une période dans la roulette là, ou dans la plaquette, là, bien sûr, des pilules où il n'y aura plus d'hormones, puis le retrait d'hormones amène le retrait. Hein, on retire la couche superficielle de l'endomètre, donc on est menstrué. Donc, c'est pas parce que je suis menstruée que nécessairement j'ai ovulé. Et là, à la mi-trentaine, je commence à avoir la communication entre mon cerveau et mes ovaires. Hein, les deux communiquent ensemble là, depuis la puberté pour engendrer une réponse hormonale. Ben, je commence à avoir des mois comme ça où la communication est moins optimale. Donc, une petite perte d'efficacité qui peut passer un peu entre le mur et la peinture chez certaines femmes. Là, c'est pas toujours évident parce que je suis toujours menstruée. Puis bon, je peux expliquer mes symptômes de diverses raisons. Donc, je commence à partir de la mi-trentaine à sauter des ovulations. Et quand je saute des ovulations, ici et là, ça peut être 1, 2 par année. À 36, c'est autre chose. À 37, à 38, c'est un continuum progressif qui va m'emmener, bien sûr, en ménopause. Donc, je commence à avoir des cycles où, si je n'ovule pas, je ne fais pas de progestérone. Donc, je me retrouve avec un estrogène qui occupe tout l'espace puis qui ne se retrouve pas à être en opposition avec une autre hormone. Et c'est ce qu'on appelle en fait une dominance estrogénique. La dominance estrogénique, c'est ce qui est indiqué ici, c'est l'écart entre les deux, en fait, par manque de progestérone. Donc, c'est pas un excès d'estrogène parce qu'on voit qu'à partir de 35 ans, l'estrogène ne monte pas en flèche, elle décline, mais elle décline moins vite que ma progestérone. Donc, c'est le ratio, en fait, qui va favoriser l'estrogène sur mes récepteurs. Puis, si je n'ovule pas, je n'aurai pas de progestérone qui va embarquer. Fait que des petits mois comme ça, progressifs, s'inscrit. Il y a aussi une autre condition qu'on voit s'installer à la mi-trentaine, ce qu'on appelle une insuffisance lutéale. C'est pas compliqué à comprendre, là. C'est que je peux faire mon cycle menstruel et ovuler, sauf que le lit dans lequel était mon ovule, là où je fais de la progestérone, il ne sécrète pas de quantité suffisante de progestérone. Donc, c'est pas aussi parce que j'ai ovulé que nécessairement je fais suffisamment de progestérone pour venir faire opposition à mon estrogène. Donc, il y a comme un remaniement, c'est pour ça que j'appelle ça une zone de turbulence hormonale. Le corps essaie de s'adapter à une nouvelle réalité. Puis le manque
de progestérone ou la déficience relative en progestérone, si j'ai ovulé mais je n'en fais pas suffisamment, ben va se traduire évidemment par des signes et symptômes. Mais c'est ce que Dr. John Lee, qui est un médecin des États-Unis, donc américain, qui est décédé, mais qui a investi beaucoup de son temps pour faire de l'éducation sur l'importance de considérer la progestérone, pas juste comme une hormone de reproduction, mais une hormone de santé globale, puisqu'on a des récepteurs de progestérone partout dans le corps, pas juste au niveau de l'utérus. Donc, c'est lui qui a nommé ce terme-là de dominance estrogénique. Donc, c'est pas un excès d'estrogène, mais on peut dire que c'est quasiment un excès relatif d'estrogène par rapport à un manque de progestérone. Donc, c'est le fait de ne pas ovuler qui va se traduire par différents signes et symptômes. Et vous allez voir ça. Oui, vas-y, Jacinthe. Comment on fait pour savoir si on ovule ou pas? Tu sais, rendu à 35 ans, est-ce qu'il y a une façon de le savoir? C'est une bonne question. Bien, en fait, on peut observer son corps, bien sûr, il y a des signes, mais les signes ne sont pas nécessairement une garantie parce que, comme je dis, je peux avoir ovulé, mais ne pas sécréter suffisamment de progestérone. OK? Donc, je peux en sécréter, mais de quantité atténuée. Fait qu'en fait, ovuler, c'est une chose, puis enclencher de la progestérone n'est pas un automatisme à partir de 35 ans en quantité suffisante. Fait que, tu sais, je peux faire des tests d'ovulation en pharmacie. Il y a dans la méthode symptothermique, si tu te souviens, on en avait parlé ça fait quelques années, là. En fait, ça fait 7 ans parce que j'étais enceinte du dernier. On en avait parlé avec, de mémoire, c'était Marie-Hélène de Serena, Québec, qui parlait que, bon, tu sais, il y a la glaire, il y a la montée de température, donc il y a des signes, il y a la position du col de l'utérus, il y a des différents indices comme ça qui nous laissent à penser que le corps veut tendre vers une ovulation, mais c'est pas une garantie d'ovulation. Fait que c'est des tests surtout de pharmacie qu'on peut aller faire. Puis même quand j'ai ovulé, ben, il faudrait que je sois capable de quantifier la progestérone disponible. Ça se fait plus ou moins, ça. OK. Ça fait plus ou moins de gérer ça. Ouais. Fait que le signe de dominance estrogénique, c'est la même chose, en fait, à toute chose près d'une déficience en progestérone. Donc, ça s'apparente à quoi? Ça ressemble beaucoup à un SPM, en fait, ou des transitions hormonales, des changements d'humeur, par exemple, de la dépression, de l'anxiété, de la confusion. Là, tout le monde se reconnaît là-dedans. Fatigue mentale, irritabilité accrue, nervosité, donc syndrome prémenstruel et syndrome prémenstruel qui vient un petit peu plus accentué, là, on peut dire. Il me semble que depuis que je suis dans ma trentaine, je le sens un petit peu plus, là, mon côté edgy, mon côté irritable, mon manque de patience. Il me semble que c'est pire qu'avant. La fatigue, bien sûr. Je peux avoir un ralentissement au niveau de ma glande thyroïde. Ça peut perturber mon sommeil. Un mal de tête périmenstruel. Donc, il y a différents moments où on peut avoir mal à la tête selon la danse hormonale à l'arrière. Là, ça pourra faire partie. Là. Il y avait une dame qui avait posé la question par rapport à ça, fait que je vais élaborer tantôt. Mais les fluctuations d'hormones peuvent se traduire par de l'inflammation vasculaire. Donc, périmenstruel autour de la menstruation, je peux être plus prone à développer un mal de tête. Les fameuses douleurs articulaires qui commencent à s'installer, habituellement, c'est surtout dans les doigts que ça débute. La rétention d'eau, l'enflure, la rétention d'eau, oui, au niveau abdominal, au niveau des cuisses, au niveau des seins aussi, la congestion mammaire, c'est que ma progestérone, c'est une hormone qui est diurétique, donc elle me permet d'éliminer l'eau en surplus, puis de diminuer les risques d'enflure. Puis quand elle manque à l'appel, ben à ce moment-là, ben je vais avoir les seins plus gorgés. Hein. Le gain de poids, il y a plusieurs raisons en arrière de ça, mais ça en fait partie. Je vais avoir un épaississement au niveau de l'endomètre, par exemple. Je vais avoir des kystes au niveau des ovaires. C'est les kystes ovariens, les fibromes, par exemple, les fibromes utérins sont souvent diagnostiqués justement à la mi-trentaine. Les fibromes sont des petites éponges. Ce sont du tissu qui sont sensibles, en fait, ce tissu-là, au message de l'estrogène, la prolifération de l'estrogène. Donc, ça se gorge de petits capillaires sanguins. Puis, quand il y a pas fertilité, il n'y a pas reproduction, ben ça doit arracher. Donc, ça fait, c'est comme si j'ai mon utérus qui desquame, mais j'ai aussi toutes ces petites poches-là. Donc, ça donne des fortes menstruations à ce moment-là. C'est un signe de dominance estrogénique. Je peux avoir aussi des saignements à l'extérieur de mon cycle menstruel.
Donc, à la mi-cycle, autour de l'ovulation, je peux avoir des petits segments ou au 21e jour aussi, je peux avoir des petits segments, alors que mon cycle est prévu, disons, aux 28 jours. Menstruation abondante, Caillou, j'en ai parlé la semaine dernière, hein, que mon flot menstruel, la quantité, la douleur, la présence de cailloux ou pas est un signe de comment est-ce que je crée mon estrogène. C'est l'estrogène qui va venir épaissir l'intérieur de mon endomètre qui, si je ne suis pas enceinte, va arracher. Donc, si je suis peu menstruée, ça m'indique que mon estrogène n'est pas all over the place. Puis si j'ai une menstruation qui est quand même forte, qui est abondante, puis qui est douloureuse, c'est un signe que j'ai laissé beaucoup d'espace à mon estrogène. Je vais avoir des cycles qui vont être plus courts souvent, puisque ma progestérone, son rôle dans cette idée-là de progestation, c'est de venir tenir toute la matrice sanguine, le petit coussin douillet pour accueillir un œuf fécondé. Donc, si je n'ai pas suffisamment de progestérone, c'est pour ça que je vais avoir des segments à l'extérieur de mon cycle, puis que je vais avoir un cycle souvent plus court. Je ne suis pas capable de tenir ça pendant 2 semaines de temps. Ça va se traduire aussi par des douleurs pelviennes. Donc, ce sont des signes de syndrome prémenstruel, mais aussi de périménopause, puisque cette chute-là, comme je l'ai nommé tantôt, entre 35 et 50 ans, c'est là que je suis en périménopause, hein, j'ai un décrescendo qui n'est pas dans la même vitesse par rapport à mes 2 hormones. Donc, c'est quelque chose qui va s'accentuer et ce qui peut expliquer que une femme de 35 ans peut commencer à avoir des petits symptômes, puis la même femme à 40 ans, elle va dire, mon Dieu, c'est comme amplifié, puis à 45 ans, mais c'est amplifié davantage. C'est l'écart qui commence à prendre de l'importance. D'accord. Donc, il y a aussi quelque chose de très important. On en avait parlé, ça aussi, jadis, Jacinthe, dans une de nos entrevues. C'est tout ce qui est gestion de stress. Et le stress, s'il y a un grand saboteur d'équilibre hormonal, c'est lui. C'est pas le seul, mais c'en est un qui est dominant. Et on vit jour après jour avec souvent un mode de vie qui représente notre plus grand agresseur. Tu sais, que ce soit par le manque d'activité physique, que ce soit par nos engagements jour après jour, que ce soit par nos capacités digestives qui sont moins optimales, que ce soit, peu importe, par notre sommeil, mais tout ça représente des facteurs de stress. Le stress, c'est ce qui amène le corps à devoir s'adapter à une nouvelle réalité, hein. Et j'ai mis un cerveau ici sur l'image, mais c'est pas juste une affaire humaine, là, cortex et tout ça. Là, c'est au niveau de la biologie, au niveau du monde du vivant, parce que les plantes, c'est exactement le même processus, les animaux aussi. C'est que on est programmé pour remplir 2 fonctions essentiellement, la base de la biologie, là. D'abord, survivre. Et quand la survie est assurée, ben, on passe en mode reproduction. Et la reproduction sous-tend un équilibre hormonal, bien sûr. Hein, je ne peux pas me reproduire si je suis en complet équilibre hormonal. Donc, qu'est-ce qui me permet d'assurer ma survie? Ce sont mes glandes surrénales. Ce sont les glandes surrénales qui, jour après jour, sécrètent du cortisol, entre autres, mais de l'adrénaline. Il y a des hormones de stress, il y a d'autres hormones de stress pour me permettre de faire face à ces agressions-là, à ces insultes-là de mon mode de vie ou de l'environnement. Et si je suis dans un tourbillon, dans un mode de survie, jour après jour, à cause de mes engagements, parce que, bon, j'ai des enfants, parce que j'ai une carrière, parce que j'ai des enjeux financiers, parce que j'ai des soucis relationnels, parce que je suis dans un tourbillon, ben le cerveau va toujours prioriser, quand c'est le cortisol qui est dominant, il ne va pas permettre de tendre vers un équilibre hormonal. Okay? Et le cortisol, mon hormone principale de stress, va empêcher, entre autres, l'ovulation. Fait que j'ai beau essayer de regarder mon cycle ovulatoire, par exemple, mais si je suis toujours en survival mode, mais à ce moment-là, la nature ne voudra pas nécessairement tendre vers cet équilibre-là. Il faut que j'assure ma propre survie. Et donc, puis ça, c'est pas à partir de 35 ans, je veux dire, on a un souci là, de gestion de stress qui atteint toutes les générations, bien sûr, là, mais à 35 ans, c'est important d'avoir cette réflexion-là. Puis souvent, on est dans le grand tourbillon à 35 ans, là. Je veux dire, les enfants ne sont pas encore adultes, puis bon, on n'a pas atteint tout le temps les échelons où est-ce qu'on veut au niveau de la carrière et tout ça. Fait que c'est un tourbillon très, très transformateur, en quelque sorte, parce que dans mes glandes surrénales, la nature a prévu que
dans les glandes qui gèrent le stress, j'aurais un petit coussin qui me permettrait, pendant cette périménopause-là et ménopause, de me donner une quantité d'hormones sexuelles pour atténuer les fluctuations hormonales. Donc, mes glandes surrénales sont une genre de bouée de sauvetage qui, quand elles sont encore disponibles, quand j'arrive dans le gros yo-yo des changements hormonaux, ben, me permet d'atténuer l'entrée et donc, tu sais, de passer peut-être cette périménopause-là plus entre le mur et la peinture. Mais il faut prendre le temps parce que c'est pas une fois que... Puis, bon, c'est un constat aussi à 35 ans, quand je disais tantôt on est éternel, c'est vrai qu'on pense pas à OK, moi, aujourd'hui, 35 ans, il faut que je prenne soin de mes surrénales parce que dans 10 ans, je vais être rendue à 45 ans, je vais être dans un tourbillon accentué de fluctuations hormonales, j'aimerais ça planifier cette entrée-là en douceur. Habituellement, on est pris dans nos engagements et tout ça, mais il faut conscientiser que c'est à partir de 35 ans qu'on peut saboter carrément notre entrée en périménopause et amplifier de beaucoup les effets secondaires, là, puis les inconforts dans cette période-là. Donc, je dois prendre soin de mes glandes surrénales. Mais j'ai envie oui. de te demander, Véronique, si on recule, parce que oui, à 35 ans, il faut faire attention, mais si on veut favoriser la reproduction dans la Oui. vingtaine, Oui. c'est quoi les grandes lignes? C'est la même chose, en fait. Cette image-là, elle est très forte, en fait. Oui, Tu sais, de dire, si je suis ça, c'est la priorité numéro 1 et la reproduction, c'est un second plan. ouais. Okay? Donc, n'importe quel animal où sa survie est menacée, là, ne va pas se reproduire. Là. Il y a une cessation de communication entre leur cerveau et leurs organes reproducteurs. Là. C'est connu, ça. C'est la même chose, on fait partie là, de l'univers animal. Là. Donc, c'est de penser que même si j'ai 22 ans, 23 ans, puis je suis dans ce désir-là de reproduction, mais que je mène une vie là, à fond, mon Léon, là, pédale tout de métal, là, tu sais, ben, c'est sûr que ça va avoir un impact sur mes capacités de reproduction puisque le cortisol vient occuper les récepteurs de progestérone et vient les bloquer. Donc, empêche, si même j'ai ovulé, que la progestérone remplisse sa fonction, tu sais, de venir sous-tendre, tu sais, de venir maintenir le coussin sanguin douillet pour que l'œuf fécondé puisse se nicher, tout ça. Puis ça me permet aussi, la progestérone, hein, progestation, de maintenir cette grossesse-là, puis ne pas avoir de fausses couches, là, soit hâtives ou tardives pendant ce parcours-là de grossesse. Donc, le stress, c'est le plus grand saboteur. Et ça, il n'y a pas d'âge, là. Je veux dire, on n'est pas plus stressé. On est capable d'être bien stressé à 22 ans puis moins à 35 ans, mais ça, c'est un enjeu que chacune d'entre nous, comme femme, on doit prendre le temps de considérer quand on veut tendre vers la fertilité ou qu'on veut dire, je le vois là, que j'ai des fluctuations hormonales. Ben, est-ce qu'il y a un stresseur en arrière qui fait juste amplifier mes signes et symptômes? Et c'est souvent le cas. Fait que prendre soin de ses surrénales, je nomme 35, mais tu as raison, Jacinthe, ça, à partir de toujours, là, il faut qu'on fasse face, il faut qu'on trouve des façons de s'adapter à cet environnement-là qui change et tout ça, mais c'est important parce que mes glandes surrénales vont pouvoir contribuer à atténuer les chutes hormonales qui vont être accentuées plus tard. Donc, qu'est-ce que je fais? Il y a des plantes adaptogènes, j'ai écrit dans le magazine Vive, le J-Magazine et tout ça, jadis, là, nos fameuses plantes adaptogènes que tu connais bien, Jacinthe, qui sont des plantes qui permettent justement, comme le terme le dit, de nous adapter aux changements, de nous adapter aux fluctuations de stress. Donc, il y en a plusieurs là-dedans. Là. Vous avez le ginseng sibérien, vous avez le rhodiola, vous avez, les ginseng asiatiques aussi, vous avez l'ashwagandha, vous avez le suma, vous avez le maca. Il y en a plusieurs là-dedans qui peuvent nous permettre de transiger avec un petit peu plus de douceur. Vous avez la vitamine B5 et la vitamine C. Ça, je peux vous montrer tout de suite la prochaine image. Ça a l'air bien beau, là. C'est pas compliqué, en fait, là. C'est les voies de fabrication de nos hormones. Donc, puis on a la progestérone ici, on a notre testostérone ici, on en a besoin, les femmes, c'est un antidépresseur fort important pour nous, la testostérone. Et on a les estrogènes ici. On a aussi le stress, donc le cortisol. Et je vous ai mis là où, en cœur, c'est la vitamine C qui est le cofacteur qui permet d'activer soit l'enzyme qui me permet de créer mon hormone ou de maintenir mon hormone dynamique. Donc, on voit que plusieurs petits cœurs, comment la vitamine
vitamine C est donc importante pour l'équilibre hormonal global, mais pour me permettre aussi de gérer mon stress. Et je vous ai mis ici un petit soleil. Le petit soleil, c'est le point de départ. Donc, si je suis carencée, par exemple, en vitamine B, parce que je vis justement de stress en stress, le cortisol vole la vitamine B5. Donc, difficile pour moi d'atteindre un équilibre. Tout ce qui est en tout ce qui est coloré dépend de la quantité de B5 qui circule dans mon corps. Donc, il faut penser à des cofacteurs. Hein. J'ai beau avoir le projet de créer des hormones, si j'ai pas la matière première ou les cofacteurs qui me permettent de les créer, ben j'aurais pas un projet satisfaisant. Je peux prendre aussi, il y a au niveau des magasins de produits naturels, on trouve des extraits. C'est des extraits de glandes, souvent porcines. C'est comme ça que jadis, on a découvert l'univers des hormones. Hein. C'est qu'on avait identifié, bon, c'était des testicules jadis, là, puis on recule en 1700 quelque chose. Là. On donnait des extraits de testicules, puis on regardait chez l'homme qu'est-ce que ça faisait, qu'est-ce que ça modulait. Donc, c'est resté... C'est pas ma force en ce moment, là. J'ai de la misère. OK. Ouais, je te laisse aller, mais c'est cool. C'est sûr que ça rejoint moins ta philosophie, c'est clair. Mais ça fait partie du coffre, en fait, pharmaceutique depuis très longtemps. Puis maintenant, au niveau pharma, on a encore des glandes, disons, surtout de thyroïde qu'on peut utiliser. On a délaissé les autres, mais l'univers des produits naturels a repris cette option-là. Donc, ça fait juste partie des possibilités, ma belle Jacinthe. Il faut penser aussi que dans la glande surrénale, oui, j'ai le cortisol, mais j'ai une extension de mon système nerveux complet. Et donc, tout ce qui me permet de calmer mon système nerveux. Hein? Ça peut être des produits, donc le magnésium, la théanine qui me permet de changer les ondes au niveau du cerveau pour être plus dans le côté zen, dans le côté détendu. Le GABA qui est un antipanique, des plantes calmantes, hein? La camomille, la lavande, la mélisse, il y en existe plusieurs. Mais on peut penser à les habitudes de vie aussi, tout ce qui peut être pleine conscience, cohérence cardiaque, méditation, yoga, contemplation, méditation, marcher en forêt, tout ça va aider à réduire les agressions auxquelles je fais face jour après jour qui sollicitent toujours du cortisol puis de l'énergie de survie. Donc, pensez à ça. J'ai mis aussi, c'est pas tant pour les surrénales, j'ai mis le Vitex. À cause du 35 ans, quand on a un syndrome prémenstruel qui est incommodant, ou tout simplement on dit, ben j'ai quand même, bon, tu sais, j'ai 42 ans, là, je suis dans le flow, je le constate, là, avec ce que t'expliques, Véronique, je constate que, bon, mes hormones ont commencé à diminuer progressivement. Si je veux maintenir mes capacités d'adaptation au niveau de ma progestérone, il y a la fameuse plante Vitex, c'est les baies de Vitex qu'on utilise, donc ça permet de garder une communication intéressante entre mon cerveau, mes ovaires pour tendre vers un potentiel d'ovulation. Donc ça, c'est une petite clé. Et ça fonctionne tant que j'ai des récepteurs de progestérone. Donc, une femme qui viendrait me voir à 72 ans parce qu'elle a encore des bouffées de chaleur, tout ça, puis elle dit, ah ben je le vois bien, là, je pense que j'ai un manque de progestérone. C'est sûr qu'elle a un manque de progestérone, mais le Vitex ne serait pas nécessairement un meilleur allié pour elle parce que il faut qu'on ait encore des modulations hormonales, là, au niveau du cycle ou une entrée, tu sais, les 2 premières années où on n'a plus de menstruation, donc de notre ménopause, ça fonctionne encore, mais quand notre ménopause est loin en arrière de nous, c'est pas nécessairement un outil qui est pertinent. Là. Puis, on doit penser aussi, c'est un gros dossier, donc je vais passer vraiment vite, mais soutenir le métabolisme hépatique des estrogènes, mes estrogènes, puis ça me permet peut-être de faire un peu de faire un peu de pouce là, sur les questions qui ont été posées, surtout par rapport au cancer. On a encore, c'est en train de changer, Dieu merci, là, mais on a créé une hormonophobie autour de nos hormones par rapport au cancer du sein qu'on dit hormonodépendant. Il faut, je vais répondre un petit peu plus tantôt, mais les estrogènes, notre progestérone, la testostérone, nos hormones ne sont pas cancérigènes, ne sont pas vicieuses, elles remplissent des fonctions essentielles. Mais ça dépend dans quel contexte est-ce que je les mets, puis comment je les manipule. Donc, au niveau du foie, pour faire très simple, quand je crée des estrogènes, je dois aussi les éliminer.
Et pour les éliminer, ben ça passe dans mon foie et j'ai différentes enzymes qui peuvent être impliquées, qui peuvent me donner un profil qui est vraiment anti-cancer. Donc, les estrogènes peuvent être anti-cancer aussi. Donc, c'est pas elles qui provoquent la maladie comme telle, mais il y a de la manipulation dans le foie avec certaines enzymes où le terrain va être plus risqué au niveau de l'instabilité de l'ADN. Donc, il faut soutenir à partir, on vit sur une planète où il y a plein de perturbateurs endocriniens autour de nous là, qui miment notre estrogène aussi. Donc, c'est pas à partir de 35 ans qu'il faut prendre soin de comment est-ce qu'on manipule nos estrogènes dans notre corps, là, mais à partir de 35 ans, ça devient important de considérer davantage là, le soutien hépatique. Là. Puis ça pourra faire, on pourra en reparler une autre heure, là, une autre heure et demie peut-être, là, un autre tantôt. Mais c'est important de garder en tête que mon foie est impliqué aussi dans cette danse-là hormonale. Ouais, voilà. Donc, est-ce que ça me concerne? Est-ce que j'ai, tu sais, le cortisol, il faut savoir que le cortisol, je veux pas en manquer. OK? Manquer de cortisol, c'est délétère pour la vie, mais en avoir trop aussi, c'est délétère. Hein? C'est c'est un lifesaver, hein? Ça sauve des vies à petite quantité en dose physiologique, puis en même temps, ça sabote une qualité de vie quand j'en ai trop longtemps, sur une trop longue période, trop grande quantité, quand ça devient dominant. Donc, est-ce que j'ai un problème de cortisol chronique? Est-ce que jour après jour, je sécrète toujours du cortisol et que c'est ce qui est dominant au niveau de mes récepteurs? Ben, vous avez des indices. Si vous vivez, comme je le disais tantôt, pédale to the métal, là, si vous vivez, j'aime ce terme-là, ça me fait rire, vivre avec une surcharge de responsabilité, si vous vous sentez débordé, sursollicité en permanence, si vous vivez de performance en performance, ça, c'est tout ce qui requiert du cortisol. Si vous vous accrochez au café pour survivre à votre journée, si vous vous plaignez constamment de fatigue, si vous avez jamais assez de temps, ça, c'est tellement moi. C'est pas juste dans mes conférences, Jacinthe. Les femmes qui vivent là, constamment sous pression, puis dont le style de vie donne des ulcères aux autres, là. Si vous tombez malade au premier virus, si vous avez de la difficulté à réfléchir clairement, vous avez le fameux brain fog, là, le brouillard, une baisse de tolérance à l'effort mental. Il me semble que avant, là, j'étais capable de prendre des tâches exécutives, là, cognitives. On dirait que là, je sens la fatigue, là, puis j'anticipe le travail intellectuel. Oui, il y a quelque chose là-dedans. Si vous devez mettre les bouchées doubles pour effectuer des tâches que vous faisiez dans le temps très adéquatement et facilement, si vous avez tout essayé pour perdre du poids puis ça fonctionne pas, ça reste collé là, malgré le sport, malgré l'assiette. Oui, Jacinthe? Véronique, ça ressemble beaucoup au syndrome métabolique aussi. Tu sais, c'est tellement, comme on dirait, étroitement relié. Ou est-ce qu'on peut faire la part des choses entre les deux, tu sais, ou c'est vraiment relié? Ben, disons, le cortisol va amplifier le syndrome métabolique, mais le syndrome métabolique, c'est un terrain multifactoriel où je vais avoir une montée de cortisol, pas de cortisol, de cholestérol, pardon, où je vais avoir un pré-diabète, je vais avoir un surpoids abdominal qui va se traduire aussi par de l'hypertension. Donc, il y a plusieurs paramètres. C'est sûr que le stress, c'est un saboteur de santé globale, là. Le cortisol en petite quantité, ça sauve la vie. On en a besoin. On en fait une bonne quantité le matin pour faire face à cette journée-là. Mais le défi de l'humanité, c'est qu'on vit jour après jour sous notre dominance de cortisol. Puis ça, la nature avait pas prévu. La nature a prévu que le corps humain était outillé pour gérer des stress, même intenses, mais de courte durée. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a des fois des stress intenses qui durent pendant longtemps, puis des fois, c'est pas intense, mais c'est chronique. Oui, oui. Ça amène des effets délétères au niveau des artères, au niveau musculaire, au niveau cognitif. Donc, au final, oui, ça peut se traduire par un syndrome métabolique, là, mais c'est pas c'est toujours un peu relié parce qu'il y a personne qui vit sans cortisol, là. Ça dit que ça n'existe plus, ça, là. Peut-être un coin reculé sur la planète, là, qu'il y a encore des gens à l'abri d'eux, là, de toutes les influences et tout ça, là. Mais oui, c'est sûr que, tu sais, quand je nomme ça, hein, il y a des affaires là-dedans qui pourraient être une hypothyroïdie aussi. Il y a des choses qui pourraient être, tu sais, les conséquences d'une mauvaise nuit de sommeil. Il y a plein de choses là-dedans, mais ça nous donne un indice pour dire, parce que
L'importance, en fait, en arrière de ça, Jacinthe, là, c'est que ça fait des années hein, que je donne des conférences là-dessus, puis tout ça. Puis en consultation, ça fait 27 ans que je fais ça. Puis quand on pose la question, est-ce que vous vous considérez stressé? Bien, c'est comme si ce terme-là est mal compris. C'est comme si le stress, ça se définit d'une façon un peu psychologique, là, mais on oublie que si je me lève le matin puis que je me fais réveiller par un cadran, c'est un stress, que si je suis dans le trafic, c'est un stress, si je suis submergée de courriels ou de sursollicitation, c'est un stress, si j'ai pas le temps de dîner, c'est un stress, si j'ai mal dormi, c'est un stress. Il y a tellement de stress. Fait que le stress, c'est pas juste une affaire de dire oui, j'ai un stress relationnel présentement ou financier, mais ça a plusieurs facettes. Tous Ça les permet agresseurs dans notre mode de vie aussi, dans notre tellement. quotidien. Oui. Puis là, se réveiller sans raison en 2 heures et 4 heures du matin, ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup Oh qui font oui, ça. oui. Mais les hommes aussi, là. Oui, Donc, absolument. Oui, oui. En fait, se réveiller, j'écris sans raison parce que c'est pas vrai qu'il n'y a jamais de raison en arrière, il faut juste comprendre. Là. Mais si vous êtes de celles, justement, entre 2 heures et 4 heures, vous avez toujours un réveil. Peu importe que ce soit parce que vous avez une bouffée de chaleur ou que vous avez envie de pipi ou peu importe. Là. Mais c'est qu'entre 2 heures et 4 heures, c'est là où le cerveau envoie la commande aux glandes surrénales pour préparer disons, le réservoir de cortisol pour le lendemain. Mais si mes glandes sont sursollicitées jour après jour, après jour, après jour, après jour, ben cette petite demande-là supplémentaire est assez pour créer un surstress. Il y a un manque d'adaptation, donc ça fait que je vais me réveiller. Il y a des femmes qui vont se rendormir, il y en a que ça peut, non, ils peuvent rester réveillés encore 1 heure et demie avant de se rendormir. Fait qu'il y a un moment clé dans. Il y aurait d'autres raisons. Si j'ai des douleurs arthritiques ou tout ça, là, bon, il y a d'autres choses. Mais entre 2 heures et 4 heures, il y a vraiment une sollicitation accrue, une surcharge de travail qui est mise sur la surrénale pour préparer le lendemain. Et si la glande est déjà un peu cernée, disons, de ces journées, puis de ces mois, puis de ces années de sursollicitation, ça peut être assez pour créer un petit surstress de réveil. Ouais. c'est bon. C'est vraiment le fun de comprendre. Oui, ben moi je pense que oui. Ouais, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ouais. Et quand je suis sous l'effet d'un cortisol chronique, ben, au début, ça commence par des petites manifestations, hein, ça va arriver ici et là. Par exemple, genre des petits moments d'anxiété, mais tu sais, j'ai pas un trouble anxieux généralisé. Là, j'ai des petits moments que je suis comme, OK, je suis un peu inconfortable. OK, j'ai un mal-être intérieur, tu sais. Puis plus j'avance, plus ces petites manifestations-là vont prendre de l'ampleur puis vont devenir quasiment omniprésentes. Et ça va partout parce que le cortisol, quand je dis qu'il est là pour assurer la survie, ben ça dit tout. Tout ce qui ne sert pas dans l'immédiat à assurer ma survie est mis de côté. Et ça veut dire ma digestion, ça veut dire mon système immunitaire, ça veut dire ma masse musculaire, ma densité osseuse, mon équilibre hormonal, bien sûr, mon inflammation. Il y a plein d'affaires qui sont mises de côté. Donc, les manifestations de cortisol chronique, ça peut s'apparenter à n'importe quoi. T'sais, inhibition du tube digestif, ça peut être des dysfonctions comme une perte d'appétit, des indigestions, des malaises gastriques, des ulcères, des brûlements d'estomac, des diarrhées de stress. Et ça, Véronique, j'en parlais avec une infirmière vendredi, tu sais, la digestion, comment elle n'est pas adéquate chez un grand pourcentage des gens, Oui. tu sais. Oui, ben, le stress vient inhiber, en fait. Tu sais, à petit dosage, le cortisol fait des merveilles, là. C'est Ouais. pas un. Tu sais, Ouais. en dose physiologique, toutes mes hormones sont là pour remplir les plus grands plans possibles, là, tu sais. Mm. Mais c'est quand une hormone vient vite prendre la place des autres, puis que les autres ne peuvent pas compenser, ils sont mis de côté, mais il y a tout un équilibre qui n'est pas permis à ce moment-là. Et le cortisol vient inhiber, entre autres, les enzymes digestives, l'acidité de l'estomac. Donc, ça va se traduire par des signes et symptômes. Ça vient inhiber sur le long terme. Il va y avoir une activation du péristaltisme, donc des selles molles, puis après ça, il peut y avoir une constipation. Donc, en fait, tous les symptômes peuvent être observés avec des lunettes de dire est-ce qu'il y aurait un facteur stress en arrière de ça? Puis c'est important de se poser la question parce que c'est multisystémique, là, l'impact du stress. Fait que ça va de la digestion, ça va aller à la perte de libido. Hein? Je veux dire, quand je suis sur stress, c'est pas le temps de me reproduire. Donc, une bonne idée pour pas te reproduire, c'est de faire diminuer ta libido en bas du tapis, là, tu sais. Ça va fragiliser mon système immunitaire. Donc, le rhume.
Tu parles d'inflammation qui est Oui, comme la base de la majorité des maladies aussi. Fibromyalgie, il y a tellement, tellement, tu sais, puis oui, c'est un fourre-tout, la fibromyalgie, oui, là, tu sais, je veux oui. dire, c'est inexpliqué, on connaît pas trop, on sait, mais alors on met ça dans le cas de la fibromyalgie, tu sais. Ouais, c'est un syndrome, donc c'est ça. Il y a deux femmes fibromyalgiques qui peuvent pas avoir nécessairement là, les mêmes intensités de douleur et tout ça. Là. Mais oui, c'est impliqué dans l'inflammation chronique. Et pourtant, le cortisol, la cortisone, quand on en prend, c'est un anti-inflammatoire. Mais à un moment donné, il y a un point de bascule. C'est comme si c'est un système cloche. Tu sais. Si j'en ai pas assez, je suis pas optimale. Si j'en ai trop, je suis pas optimale. Il y a un sweet spot que la nature avait prévu, mais parce qu'on vit sur la planète Terre, puis qu'on a des engagements, puis qu'on a des vies qui ne respectent pas nécessairement les capacités biologiques, puis qu'on n'a pas une alimentation optimale, puis on est souvent sous-nutri, même si on mange beaucoup, puis bon, qu'on néglige la noirceur, donc on dort tard. Fait que, ben, ça fait que cet équilibre-là est très dur à maintenir. Là. Donc, il y a plein de petits signes comme ça que vous avez à l'écran. Là. Ça va aller de la perte de motivation, tu parlais de l'inflammation, rage de sel, étourdissement, vertige. Donc, ça peut permettre à plusieurs personnes aujourd'hui qui écoutent de faire Ah, OK, Je je vais peut-être comprends. considérer. Ouais, je vais Je, comprendre, je vais je- considérer. je te le confirme, là, les gens comprennent. Ouais, Dis-moi donc, Véronique, toi, ouais. là, dans ta vie, là, de tous les jours, parce que tu es super occupée, tu es maman aussi d'un jeune enfant. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu fais pour t'aider, juste concrètement, là, du matin au soir, du lever au soir? C'est quoi que tu prends? C'est quoi que tu fais? Ton alimentation, tiens, en 2 minutes, là. Ouais, vraiment, là, je peux dire, Jacinthe, qu'en toute humilité, là, je ne mène pas une vie naturopathique. Euh, Ce que je fais, en fait, c'est que j'ai récemment réduit énormément ma charge de travail parce que, bon, je suis quelqu'un qui travaillait 70 heures semaine là, pendant les 30 dernières années. Là. Donc, puis j'ai 48 ans, hein, donc il y a une réalité aussi où ce que je suis dans ce flow-là et je le constate, j'ai les signes et symptômes, puis je suis très éduquée pour m'observer, c'est bien clair. Là. Donc, je le vois que si je veux me projeter dans une ménopause puis une post-ménopause, avec toutes mes capacités là, physiques, cognitives, là, immunitaires et tout ça, je dois faire des choix aujourd'hui. Donc, je priorise le sommeil. Je prends des plantes adaptogènes. Je fais les choses une à la fois. Plutôt Est-ce que que de voir la montagne, là, j'y vais une affaire à la fois. Puis, je respecte un rythme qui est, disons, un petit peu plus détendu. J'ai encore des croûtes à manger, Jacinthe, parce que ma personnalité veut dire oui à tout, là. ouais, Mais la santé, c'est un chemin d'apprentissage sur soi. Hein? Donc, puis c'est ça. Puis mon corps a changé aussi avec les changements hormonaux. Hein? Je calibre pas mon énergie de la même façon. J'ai pas les mêmes capacités qu'avant. Puis j'ai pas les mêmes envies puis les mêmes intérêts qu'avant. Donc, j'amène des modifications là. Mais je passe pas assez de temps en famille. Je passe pas assez de temps dehors. Je bouge pas assez. Je m'hydrate pas assez. Il y a plein d'affaires encore qui sont work in progress là. Mais c'est d'en prendre conscience puis de dire bon ben ok aujourd'hui qu'est-ce que je fais. Fait que je me suis occupée. J'ai un petit primer de fond là que je fais. Mais c'est ça, c'est le défi duquel je me soustrais pas non plus, Jacinthe. Là. OK. Et c'est très drôle parce que David, il dit, on dirait ma femme sur l'image. C'est ça. Et oui, c'est vraiment intéressant. Dernière question, est-ce que tu prends Oui. des adaptogènes tous les jours? Oui, ben, la question est souvent posée comme herboriste, justement, on me pose la question, c'est parce que sur les produits, ça dit, tu sais, de faire une pause ou d'en Oui, prendre un mois puis d'arrêter puis tout ça. Il faut toujours comprendre dans quel contexte est-ce que j'ai besoin d'adaptogènes. Est-ce qu'il y a un moment dans le mois où tu n'es pas sous l'influence du cortisol? Si oui, si tu me dis, ben moi, il y a 2 semaines par mois où je vais au Club Med, il y a 2 semaines par mois où tu n'as pas besoin d'adaptogène. Mais si ton style de vie ne change pas, puis que l'adaptogène est juste là pour gagner du temps, pour dire, OK, avant de développer des lésions ou des inconforts, mais je vais essayer de soutenir parce que je suis dans une période qui me demande énormément au niveau de mes capacités d'adaptation. Ben, je veux dire, il n'y a pas d'avantage à prendre une pause. Mais dans le meilleur des mondes, on n'aurait pas besoin d'adaptogènes si notre mode de vie était adapté à nos capacités, si la société avait d'autres exigences au niveau de la performance et tout ça. Donc, si mon quotidien ne change pas, si ma sursollicitation jour après jour ne change pas, ben est-ce qu'il y a une journée que je n'ai pas besoin de soutien? Pas Hmm. vraiment.
Hein? Pas vraiment. Encore là, après ça, il faut voir, tu sais, pourquoi est-ce que ça fait 35 ans que j'ai besoin d'un soutien? Il Oui, y a oui, peut-être oui. des Mais choix plus profonds, tu sais. on a nos personnalités aussi à Ouais, travers ça, tu sais, exact. bon. Exact. Puis, tu sais, dans ce que j'explique aussi, on pourrait faire beaucoup de philosophie, là, mais tu sais, dans la vingtaine, dans toutes mes fluctuations hormonales, tu sais, il y a une danse particulière, il y a des capacités physiques, psychologiques qui sont particulières à cette période-là. Puis quand j'arrive à la mi-trentaine, on voit que, ben, ça se remanie autrement. Puis là, j'arrive en périménopause, puis la ménopause, puis, ben, ça diminue. Puis après ça, je m'en vais plus sur un flatline. Ben, c'est sûr que je ne peux pas m'attendre à 60 ans de mener la vie de mes 20 ans, puis ça amène juste un remaniement, mais ça peut être une émergence de quelque chose de très positif aussi, puis une redéfinition de dire, ben moi, à la mi-temps de ma vie, parce que la ménopause, la périménopause arrive avec l'expérience de vie actuelle des femmes, arrive quasiment à la mi-vie, de dire, OK, comment je me projette pour mes 40 prochaines années? Est-ce que je veux répéter la même chose ou est-ce que j'ai fait des apprentissages, j'ai développé une certaine sagesse, je constate que je suis pas à la même place énergétiquement ou dans mon cœur ou dans mes envies ou dans mon intérêt, ben il y a cette transition-là qui est fort positive aussi, là. Fait que on va voir, là, de toute façon, là, comment ça se traduit, cette chute-là. Là. Évidemment, il y a des signes et symptômes, mais tout est récupérable. Là. C'est pas une condamnation, là, manquer d'hormones. Là. OK. On va faire avec, là. C'est ça. Fait que là, on rentre, on a passé donc la mi-trentaine. La mi-trentaine, j'ai mon petit décrescendo qui commence. Là, autour de 45, je suis vraiment près d'avoir perdu 75% de ma progestérone et 35% de mon estrogène. Donc, j'arrive dans un petit peu plus de flow. C'est les mêmes signes et symptômes, mais 10 ans plus tard, qui ont pris un peu plus d'ampleur. Hein. Et gérer la périménopause, là, c'est ce qui est écrit ici, là, ça peut représenter là, un exercice ultime là, pour le corps au grand complet parce que nos hormones affectent toutes les sphères de notre santé. Hein. Donc, c'est le moment où les femmes vont être les plus symptomatiques. Okay? OK. Donc, ça, on l'a vu sous une autre image. Là, j'ai ma progestérone qui commence à quitter le navire là, avant que mon estradiol commence elle aussi, cette hormone-là, à décliner. Et là, je me retrouve en périménopause. Et la périménopause, ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à une puberté, mais c'est une petite coche de plus, là, dans le sens où je vais avoir toujours une baisse de progestérone, tandis qu'à la puberté, au moins, j'ai une montée de progestérone. Fait que j'ai une capacité de gérer le stress ou d'être détendue, d'être moins dans la panique, qui est soutenue physiologiquement, tandis que, périménopause, là, la progestérone, elle s'en va en dessous du tapis progressivement. Puis mon estrogène, il y a des mois où ce que j'en ai comme si j'avais 35 ans, il y a des mois que, j'ai 60 ans, il y a un autre mois que j'ai 42, il y a un autre mois. Fait que c'est ces fluctuations-là qui vont se traduire par énormément de signes et symptômes. Donc, et là, je vous ai mis, selon les tranches d'âge, là, comment est-ce que là, le niveau d'estrogène diminue. Là. Donc, on voit ici, ça, c'est plénitude estrogène, puis progressivement, Puis le beige, c'est quoi? C'est juste le vide d'hormones. Non, mais il faudrait mettre quelque chose à la place. Oui, ben il y a de l'amour, il y a il y a de la sagesse, il y a plein d'apprentissage, bien sûr. Donc, est-ce que je suis rendue dans mon tourbillon de périménopause? Parce que, tu sais, les femmes, on s'observe puis on dit coudonc, tu sais, mais des fois, on pense pas parce que je suis encore menstruée à tous les mois, parce que c'est juste que mes enfants sont rendus ados, donc c'est normal que je sois irritable, tu sais, c'est normal que, ou je vieillis, donc je commence à avoir mal un peu partout, c'est normal de dire, ben, il y a une danse en arrière. Donc, est-ce que je vous ai mis là les signes les plus classiques, là? Donc, modification dans le flux menstruel, dans la durée du cycle, donc souvent plus court, en dessous de 25 jours. Check, c'est un signe que, OK, je m'approche, là. Il me reste moins d'années avant ma ménopause que d'où est-ce que je suis partie de ma puberté, là. Les seins vont être plus lourds, plus sensibles, plus gonflés. Je vais me réveiller, là, sans raison, un peu n'importe quand. Si c'est 2 heures, 4 heures, on pense au stress, mais ça peut être ça peut être à n'importe quand dans la soirée, dans la nuit. Fatigue diurne, les batteries ne se rechargent jamais complètement. Je peux avoir des sueurs nocturnes avant les règles. Hein. Il y a une bonne quantité de femmes qui commencent à avoir
avoir les fameuses bouffées de chaleur, puis sont encore menstruées à tous les mois. C'est pas juste un signe de ménopause, c'est un signe que le corps essaie de s'adapter à des fluctuations hormonales. Les chaleurs vont commencer à se pointer, je peux augmenter la transpiration. Il y a des femmes en périménopause qui disent que je transpire tout le temps. J'ai tout le temps les aisselles mouillées, là, tu sais. Tiens, un mal de tête gossant, hein? C'est pas un mal de tête important, mais il y a toujours une petite barre au niveau des tempes, tu sais, de dire, je me lève toujours avec un petit fond fatigant. Gonflement abdominal gratis, là, on ballonne. Les vêtements rapetissent à vue d'œil en une nuit, là, la garde-robe a rapetissé, là. Sensibilité accrue aux crampes, douleurs articulaires, c'est la saison des hits, là, des tendinites. Là. Le SPM va être intensifié et souvent omniprésent. C'est plus juste 3 jours avant les règles. Tu peux dire, coudonc, ma femme, elle a une humeur, mais ça crampe, là, genre 2 semaines par mois. Là, tu sais. Envie soudaine de changer de vie, ça, des fois, c'est bon. Hyperphagie incontrôlable avant les règles. Hein? Donc, on va être plus goinfre, on va être grignoteuse, on n'aura pas de faim, on n'a pas la sensation là, de satiété quand on mange. Donc, on grignote un petit peu plus. Là, c'est le décrescendo accentué des hormones. Je vais avoir la fatigue mentale qui va devenir de plus en plus pénible. Là. Ardent désir aussi de réduire notre charge mentale. C'est comme si on sent que ça déborde de tous bords, de tous côtés, puis il faut qu'on tire sur la plug. Là. Mais ça, c'est un signe en arrière que les hormones, ils ont de la difficulté à te donner une stabilité, puis cette stabilité-là, elle se traduit all over the place. Là. Donc, à partir de 45 ans, tu sais, c'est pas coupé au couteau, bien sûr. Là. J'ai parlé tantôt du Vitex, donc cette plante-là qui est extraordinaire, qui permet de garder une certaine communication. Ça me permet pas de maintenir des ovulations jusqu'à 70 ans, là. Non. Je veux dire, ça vient dire au corps que ça serait bien de garder cette danse-là harmonieuse entre les hormones. Donc, ça vient atténuer un petit peu la descente de la progestérone. Il y a des femmes qui vont opter pour des hormones bioidentiques. Donc, c'est une bonne période, si votre médecin est d'accord pour les prescrire, de commencer avec de la progestérone, puisqu'on voit que de 35 à 50, j'en perds 75, puis ça se traduit par des symptômes, ça, là, cette chute-là. Donc, est-ce que ça serait pas un meilleur moment pour commencer à en prendre pour atténuer? Il y a d'autres plantes. Il y a l'acta grappe noire. On en a déjà parlé. J'ai déjà écrit par rapport à cette plante-là avec toi, Jacinthe. Ouais. L'acta grappe noire, elle n'occupe pas les récepteurs d'estrogène, mais elle permet étonnamment, là, d'adresser les symptômes qui viennent avec la chute puis les fluctuations en estrogène parce qu'elle fonctionne d'une autre façon que l'estrogène, mais elle remplit les mêmes fonctions. La rhubarbe de Sibérie ou les isoflavones de soya, eux autres, ils ont une affinité avec les récepteurs d'estrogène, donc permettent de maintenir les estrogènes, disons, plus régulières que de s'en aller comme ça, puis d'un mois, je vais bien, l'autre mois, c'est épouvantable, l'autre mois, je suis correct, l'autre mois, je suis fébrile. Il y a le collagène qui va être à considérer parce qu'à partir de 40 ans, il y a une perte de 0,7% de muscles par année. Il y a aussi nos os sont faits de collagène à 90%, puis 10% de minéraux. On focus beaucoup sur les minéraux, mais on oublie la structure principale qui est de la protéine dans nos os. Et les os sont un tissu qui dépend des hormones. Et c'est pour ça que l'ostéopénie, l'ostéoporose, pour moi, c'est pas une maladie, c'est juste un signe d'accompagnement de la femme à partir de la ménopause. Quand je n'ai plus de capacité de saturer en hormones, ma capacité de maintenir ma densité osseuse, elle décline aussi. Donc, de penser, de prévoir, de dire, OK, je commence à avoir des raideurs un petit peu partout, puis bon, il y a un changement au niveau de la texture de la peau. C'est comme si la peau ne colle plus sur le tissu profond, là, tu sais. Ça fait ça, là. Écoutons, hein, que sera, là, tu sais. Ouais. Mais pensez au collagène, pensez au bon gras aussi. Ces hormones-là dérivent du cholestérol. Ils ont une structure de gras. Donc, pensez aussi à la santé cognitive. Notre cerveau, c'est une boîte à gras, donc c'est important. Pensez aussi au sommeil. Pensez à nos habitudes de vie. Hein. Là, j'ai beau parler de suppléments, là, mais à la base de l'équilibre, là, c'est le lifestyle, c'est le mode de vie qui va devenir le plus important. Que je prenne des suppléments ou pas, que je prenne des hormones ou pas, tout dépend de mon équilibre de vie. Donc,
garder en face les facteurs de stress, puis dire, OK, est-ce que je peux remanier ça? Est-ce que, bon, il y a peut-être des incontournables, on peut pas nécessairement juste mettre les enfants dehors, puis, tu sais, changer de conjoint, là. Juste de regarder, OK, qu'est-ce que je peux atténuer là-dedans? Qu'est-ce que je peux, tu sais, peut-être modifier, puis redéfinir mon quotidien aussi. Penser à une alimentation. Donc, il y a, avec la chute d'hormones, vient un défi accentué de gestion de glycémie. Et donc, je ne gère pas à 45 ans l'assiette de la même façon que quand j'avais 30 ans ou que j'avais 20 ans. OK? Donc, et ça, je l'entends souvent en consultation des femmes qui me disent, ben Véro, j'ai rien changé. Tu sais, j'ai engraissé, mais j'ai rien changé. Je m'entraîne 3 jours semaine. Je mange la même affaire. Je fais mon jeûne. Je fais ci, je fais ça. Je fais la même affaire. Comment ça? Là, j'ai pris un 8 livres. C'est que le corps n'a pas des capacités métaboliques identiques quand que je suis en manque d'hormones. Okay? Donc, il va falloir que j'adapte mon assiette. Donc, dans cette transition-là, c'est de réduire, pas d'anéantir les glucides, de juste les réduire, parce que j'ai besoin d'estrogène pour faire de l'insuline, pour m'aider à bien gérer l'entrée du sucre dans mes cellules pour pas que ça reste dans mon sang. Fait que le corps a une nouvelle réalité. Fait qu'il faut juste que j'adapte mon environnement pour pas que mon environnement, s'il ne change pas, ça va représenter un stress. Mais si je l'adapte, je vais aider mon corps dans ses fluctuations, dans ses capacités d'adaptation. Je vais penser donc à mes fameuses protéines, oui, pour mes muscles, pour ma peau, pour mes enzymes, pour mon collagène et tout ça. Il faut que je bouge. C'est pas une option, c'est une obligation. Comme je disais, on perd 0,7% de muscles à partir de 40 ans. Et on va le perdre. Il faut juste atténuer cette baisse-là. Donc, c'est pas le meilleur moment pour tomber sédentaire, là, cette période-là. Au contraire, de garder une vie active. On n'est pas obligé de faire des Ironman. On n'est pas obligé de faire du surentraînement qui va devenir délétère, mais de garder une vie active, il faut que ça soit une priorité. Donc, je travaille là-dessus, j'essaie. Et la nuit de sommeil aussi, c'est une priorité. Si je ne dors pas, ça c'est la base même de l'équilibre hormonal, il faut que je sois capable de réguler mon cycle circadien. Donc, dormir la nuit et être éveillé le jour et pas l'inverse, là. Donc, ces transitions hormonales-là sont difficiles pour les femmes qui ont un travail posté, hein, les infirmières, par exemple, ou les paramédics qui travaillent de nuit puis qui doivent dormir le jour, ben, ça devient d'autant plus difficile d'adapter. Donc, rapidement, parce que là, je vois l'heure qui avance, là, petite nuit, grosse misère, là. C'est que si je perturbe mon sommeil, là, au-delà là, d'être fatiguée, de toute évidence, là, je vais engendrer une réponse hormonale négative à plusieurs niveaux. Le sommeil nous permet de maigrir. Okay? Le sommeil me permet de réguler mon taux de sucre sanguin. C'est ce qui me permet de vider mes cellules adipeuses. C'est ce qui me permet d'assurer à mon cerveau une régulation émotionnelle au niveau de mon attitude positive, d'avoir une clarté mentale. Ça me permet de régler mon appétit. Donc, le sommeil est à la base. Puis, je veux dire, l'insomnie au féminin, là, à partir de la périménopause, là, on parle là, autour de 39% des femmes qui sont encore menstruées réguliers, là, de façon régulière. Puis, au niveau de la ménopause, ça peut aller jusqu'à 60% des femmes, là. Fait que c'est l'œuf ou la poule, hein? Si je dors pas, j'ai une dérégulation hormonale, puis si j'ai des fluctuations marquées d'hormones sont impliquées dans les différentes phases de sommeil, bien, je ne vais pas bien dormir. Fait qu'il faut qu'on regarde ça là, de façon large, mais c'est une priorité de dormir. Parce qu'on le sait, hein, quand on ne dort pas, là, je veux dire, tout se désorganise autour. Là. On est grignoteuse, on est fatigué, on mange n'importe quoi, on est plus à bout, on est moins patiente, on tolère moins la douleur. Il y a plein d'affaires qui s'installent. Donc, penser dans nos habitudes de vie que ça doit être une priorité. Avant même de penser, libido, puis blablabla, là, penser juste, régule tes habitudes de vie contrôlables, là, puis le reste ça va s'enrichir globalement. Fait qu'on arrive là, pour terminer, là. OK, là, je passe le cap. Je passe le cap de la ménopause ou de la post-ménopause, qui, pour certaines femmes, c'est vraiment une libération parce qu'une femme, on peut, dans toute empathie, une femme qui a été
sous des fluctuations importantes d'hormones, qui a été très, très symptomatique. Il y a des femmes migraineuses, par exemple, là, sévères, qui, à l'arrêt de ces fluctuations-là d'hormones, disent « Ah, mon Dieu, enfin, j'ai plus mal à la tête, enfin, j'ai plus mal à la tête. » Les femmes qui ont de l'endométriose, les femmes qui ont eu des gros fibromes, il y a des conditions pour la femme, ça fait comme « Oh my God! » là, tu sais. Bon, est-ce que pour l'ensemble des femmes qui n'ont pas ces conditions-là ou qui ne sont pas symptomatiques comme ça, est-ce qu'on se dit, ah ben là, fini là, le yo-yo hormonal, les transitions hormonales, est-ce que je rentre dans une phase là, de plein confort? Ben, il faut voir qu'il y a du travail à faire là, aussi. Ouais. Oui, c'est la baisse d'hormones va se traduire par une certaine baisse de protection de santé globale aussi. Donc, c'est le International Menopause Society qui est un groupe d'experts en santé hormonale là, qui a répertorié les conséquences possibles liées à une carence hormonale sur le long terme. Et là on parle de syndrome métabolique, là, Jacinthe. Là. Hausse du dépôt graisseux abdominal, résistance à l'insuline, donc tendance au diabète de type 2. Il va y avoir une montée de cholestérol sanguin, de cholestérol total. Il va y avoir des atteintes au niveau des artères, donc athérosclérose, maladie cardiovasculaire. Il y a une perte osseuse accélérée. Hein, quand je vous disais que estrogène, progestérone, ben, il y a testostérone aussi impliqué là-dedans, hormone de croissance, mais les hormones déclinent. Ben, mon tissu osseux, lui, il n'est pas remanié comme avant. Là. Il y a besoin d'hormones pour enclencher du nouveau tissu. Déclin cognitif accéléré, on le sait que ces hormones-là, les hormones stéroïdiennes, passent la barrière hémato-encéphalique, s'en vont dans le cerveau, puis viennent moduler des capacités de mémoire, de concentration, de focus. Donc, il va y avoir un déclin aussi avec cette chute-là d'hormones. Il va y avoir bien sûr une vaginite atrophique. Il peut y avoir un rétrécissement au niveau du vagin. Il va y avoir une sécheresse vaginale. Le spongieux du vagin a besoin d'estrogène pour être gorgé. Mais si je fais de moins en moins d'estrogène, la biologie est économe, donc ne va pas garder tous ces coussins-là spongieux, va commencer à les effacer. Puis là, le tissu vaginal va devenir irritable, va devenir inconfortable, ça va brûler aussi, ça peut faire des petites déchirures lors des relations et tout ça. Donc, tout ce qui est confort, là. Donc, ces hormones-là, ça, c'est ce que j'avais montré la semaine dernière en ouverture de conférence, hein, de vraiment garder cette vision-là globale que mes hormones, c'est pas juste une affaire de reproduction, mais que les hormones, ce sont des régulateurs multisystémiques de santé, puis qu'ils affectent toutes les sphères impliquées dans ma santé globale. Et donc, c'est pas parce que j'arrive en ménopause, puis que là, je me dis, ah, OK, ouf, OK. Là, j'ai plus, là, tu sais, le yo-yo. Ben, je vais quand même avoir besoin de m'occuper, de stabiliser un minimum. Et ce qui a changé la donne, en fait, c'est que on vit longtemps maintenant. Hein? Et on n'a pas 14 enfants comme ma grand-mère, par exemple. Donc, rapidement, dans l'évolution de l'espèce, dans les générations, on a passé de 14 enfants à un enfant ou 2 enfants maintenant. Fait que, quand on a 14 enfants, on a 14 années où on n'est pas menstrué, où on n'a pas ovulé, où les ménopauses étaient un petit peu plus tardives. Il y avait moins de perturbateurs endocriniens. Donc, on avait nos menstruations pas à 8 ans ou à 10 ans. On les avait plus tard, vers 14 ans. Donc, il y a comme on a déplacé cette fenêtre-là où on était dans une danse hormonale à être menstrué plus tôt, à avoir peu d'enfants, donc avoir des capacités de diminuer nos hormones plus rapidement, puis on vit plus longtemps. Donc, on a un 30-40 ans devant nous où mes hormones, qui jouent sur toutes mes sphères de santé, ben, sont plus généreuses là, pour assurer un paquet de petites fonctions de régulation. Donc, je vous ai mis ici la baisse en estrogène, la baisse en progestérone, la baisse en testostérone, l'hypothyroïdie qui souvent peut se déclarer aussi dans ce remaniement-là d'hormones. Les hormones communiquent toutes ensemble. Hein. C'est une communauté tissée serrée, là, donc elles vont toujours s'inter-influencer. Fait que la baisse d'hormones va traduire souvent un ralentissement du métabolisme, donc par une hypothyroïdie. Je vais avoir une instabilité dans ma gestion du taux de sucre. Fait que ça s'en va dans tous les sens. Là. Sécheresse vaginale, douleur, transpiration, fatigue excessive, incontinence, prise de poids, baisse de motivation, confusion mentale, rage alimentaire, dépression, peau sèche, tout ça. Fait que, eh bien. fait que,
Je termine là-dessus, Jacinthe. Là, j'énumère pas toutes les possibilités, mais grosso Ouais. modo, on se retrouve face à un carrefour dans cette période-là. Idéalement, tu sais, périménopause, on aurait la discussion avec notre médecin prescripteur. Puis là, ben, une fois que, oups, ça fait 1 an que je n'ai plus de menstruation, je fais une analyse sanguine et ma commande cérébrale qui s'appelle la FSH, elle est élevée, elle est au-dessus de 40 dans mes résultats. Ça confirme que, OK, je suis en ménopause. Ben là, j'ai 2 options. Est-ce que je vais prendre le chemin et je vais soutenir toute ma physiologie avec des hormones, idéalement, bien sûr, bioidentiques, bien dosées, bien encadrées, c'est très sécuritaire. Puis ça me permet de surfer avec beaucoup plus de facilité dans les transitions au niveau multisystémique, ou je peux faire le choix d'y aller de façon en me disant, ben, écoute, moi, je pense que la nature a bien prévu les choses, puis que s'il y a une ménopause, puis qu'après ça, on arrête d'avoir des hormones, il doit y avoir une raison en arrière, donc je suis moins à l'aise, ou parce que mon médecin ne veut pas aller vers les hormones à cause d'antécédents familiaux, par exemple, ou que je n'ai pas accès, ben, est-ce que je peux prendre ce chemin-là sans hormones en pensant que c'est viable aussi, connaissant l'importance de toutes ces hormones? Bien, la réponse est oui. Les 2 options offrent des possibilités. OK? Le défi, c'est que des fois, on va penser que ah, ben, j'ai juste besoin de rajouter des hormones, puis tout va se régler. Puis des fois, les hormones, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut penser à notre équilibre de vie. Fait que je prends des hormones, mais je suis full stressée, peut-être, ça ne va pas remplir, ça ne sera pas une lune de miel. Là. Okay? Il y a des femmes qui vont dire ah, écoute, là, le premier mois, c'était correct, puis après ça, ben, ouais, donc ça ne marche pas cette affaire-là. J'ai des bouffées de chaleur, j'ai pas maigri, je dors pas plus. C'est pas l'hormone qui va régler ta vie. C'est ta vie qui règle tes hormones. Et donc, penser que les femmes qui n'ont pas accès ou qui, par valeur, disent, ben, moi, je suis moins hormone, sans hormones, ben, on va miser davantage sur nos habitudes de vie. Mais avec hormones, il faut que je mise dessus, mais d'autant plus dans le sans hormones. Et là, pour ça, ben, il n'y a rien de mieux qu'être accompagné par quelqu'un qui connaît bien, puis qui a son coffre à outils, puis qui va vous faire des recommandations qui sont personnalisées. Donc, pour les personnes qui ont envie d'entreprendre cette démarche-là, moi, je ne prends pas de nouveaux clients, donc je le répète, là, ça fait 3 ans que je suis sursaturée là, au niveau de mon bassin, mais j'ai regroupé en 2018, on en avait parlé, Jacinthe, j'ai regroupé des collègues que j'aime énormément. Puis bon, ça fait 16 ans que j'enseigne dans les écoles de naturopathie. Il y a 2 écoles de naturopathie scientifique à Montréal. J'enseigne dans les 2. Donc, les meilleurs de chacune des cohortes, je les ai regroupés dans ce qu'on a nommé la clinique intégrative du Richelieu. Donc, libre à vous, si vous voulez un encadrement personnalisé, de rejoindre l'équipe de la clinique. Je vous ai mis mes infos personnelles, pas pour un rendez-vous, mais si vous voulez suivre les activités, que c'est ça, les conférences, les cours et tout ça, les podcasts, vous pourrez aller voir là. Puis, je prends 2 secondes, on en a parlé, avec le docteur Deshôtels, qui est une médecin fort engagée au niveau de la démocratisation des hormones, au niveau de l'hormonothérapie sécuritaire, bien dosée, bien encadrée. Elle est souvent dans les médias, docteur Deshôtels. Ensemble, on a créé une plateforme éducative de 60 heures. C'est disponible sous forme de vidéo, donc vous avez un accès à vie. C'est vraiment pour tout le monde, autant pour quelqu'un qui veut aller chercher de l'information, puis qui n'a pas de notion de science. Vous allez pouvoir nous visionner 25 000 fois, si vous voulez, là, pour prendre des notions, revisiter des choses, mais aussi pour les professionnels de la santé. Si vous en êtes parmi vous aujourd'hui ou que vous désirez que votre médecin soit peut-être plus outillé pour mieux vous accompagner, donc on a vraiment uni les 2 univers, l'univers de la naturopathie puis l'univers de la médecine pour créer quelque chose d'intégratif pour que les gens puissent communiquer avec leurs professionnels de la santé, puis vraiment créer une alliance puis des dialogues pour leur mieux-être. Donc, voici ce qui est disponible. Ça s'appelle masantémeshormones.com. Et puis, vous avez à l'écran, là, j'en ai profité aujourd'hui pour vous offrir un 100 $ de rabais, puis c'est disponible là, donc à vie une fois que vous êtes membre. Donc, voilà. Merci, merci. Et bravo, tu as passé à travers. J'aimerais juste, si tu l'as effleuré tantôt, dans les questions qui t'ont été posées, il y en a qui sont très personnelles, puis je vous invite à ce moment-là à prendre rendez-vous. Tu sais, mais par rapport au cancer, Ouais. quelqu'un qui prend de la médication, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'aider?
Ouais. Et il y a aussi l'idée de, OK, il y en a dans la famille, donc quelqu'un qui a le cancer puis qui Oui. prend la médication et quelqu'un qui le cancer est dans sa famille. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour ces deux cas-là? Moi, ça serait les deux parce que ça revient souvent, là, tu sais, les gens Oui, ben, à chaque fois qu'on parle d'hormones, hein, ça revient vite la question de dire, OK, si c'est dans la famille ou si moi j'ai des antécédents, tu sais, j'ai déjà eu un cancer, par exemple, il y a quelques années, puis bon. Il y a beaucoup de choses là-dedans, honnêtement, là, pour répondre, là, c'est pas compliqué. C'est juste que la prémisse de base actuelle a besoin d'être révisée dans le sens où on a cette idée-là que c'est un cancer hormonodépendant. Donc, on entend que ça dépend des hormones si j'ai le cancer. Hein, et que les hormones étant des régulateurs de santé et qu'entre autres, l'estrogène, c'est elle qui permet d'avoir reproduit l'espèce depuis la nuit des temps, elle remplit des fonctions très nobles. Et ce n'est pas des hormones qui favorisent le cancer. Une hormone fait son travail. Il faut juste se poser la question. C'est plus ce que j'appellerais un épiphénomène, les estrogènes. Un épiphénomène, ça veut dire que j'ai un élément qui, dans sa nature, est pas anodin, là, mais qui n'est pas qui n'est pas perturbateur, okay, qui remplit des fonctions. Mais si je le mets avec, je ne sais pas, une certaine toxicité environnementale, avec des perturbateurs endocriniens, avec un manque, par exemple, nutritionnel qui m'empêche de bien manipuler cette hormone-là, tu sais, il y a plein d'affaires autour qui va faire un épiphénomène qui va dire que, ah, ben oui, ça peut être impliqué, mais dans sa nature, les hormones sexuelles de reproduction ne créent pas de soucis. On est en train de changer cette vision-là. Pour changer une trajectoire en sciences, en médecine, il faut 50 à 60 ans. On a été témoin par rapport au cholestérol. Hein? On a fait la guerre au cholestérol, au gras pendant des années. Puis là, aujourd'hui, on tolère des taux de cholestérol au-dessus de la moyenne sans prescrire d'emblée de la médication. Donc, on est en train de constater que, on pensait que le cholestérol, c'est ça qui bloquait les artères. Puis 50, 60 ans plus tard, on a comme réalisé que c'était pas tout à fait ça. C'est que du cholestérol avec l'hypertension, avec du diabète, avec l'obésité abdominale, avec le tabagisme, avec, là, c'est un problème. Tu sais, mais dans sa nature. Donc, on a la même réalité. OK? Bon, ça, c'est bien dit. OK? Mais après ça, quand tu arrives dans ces fluctuations hormonales-là, puis que tu es symptomatique, puis que tu vois que le prix à payer d'avoir eu un cancer ou dans la famille très proche, il y a des sœurs ou mères ou tout ça qui ont expérimenté, qui ont marché ce chemin-là du cancer, bien, je veux dire, souvent, le prix à payer, c'est la qualité de vie, malheureusement. Hein? Fait qu'il y a des femmes qui ont eu un cancer, puis on comprend l'importance, là, bien sûr, là, d'avoir pris les traitements, puis tout ça, puis après ça, dans le post-cancer, on devient souvent très symptomatique, là. Puis là, les hormones ont cette capacité-là assez rapide de régler plein de paramètres dans le corps, mais là, on n'a pas nécessairement accès. Il y a certains médecins qui acceptent à bas dosage, avec un bon monitoring, un bon suivi, ou des fois juste de prendre des hormones vaginalement, juste pour commencer là. Fait que ça dépend. Mais là, le vent est en train de changer, mais c'est pas le mainstream là, d'avoir accès à des hormones quand on a des antécédents, tout ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a le chemin de faire sans hormones. Et il y a des façons de moduler sans toucher les récepteurs d'hormones, puis atténuer dans les habitudes de vie, entre autres, par certains suppléments. Il faut regarder l'ensemble, il faut regarder la gestion de stress, il faut regarder l'assiette. Puis, il y a des plantes qui ne s'occupent pas des récepteurs d'estrogène, si c'est une crainte que vous avez, mais qui permettent d'atténuer tous les symptômes ou une bonne partie des symptômes qui sont liés avec la chute en hormones, parce que c'est imposé par de la médication, par exemple, tu sais, le tamoxifène, tout ça. Donc, il y a des façons. Enfin, je vais rester un peu quand même global aujourd'hui parce que je veux pas que les gens se retrouvent là demain matin en train d'acheter plein d'affaires, ça marche plus ou moins ou j'ai été mal encadré. Mais on peut toujours faire avec. Et même quand on prend du tamoxifène, il y a des choses qui ont été étudiées, que ça fait une très bonne combinaison. Il y a même des études progestérone-tamoxifène, mais on n'est pas encore rendu là. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait en Europe. Chemin faisant, là, il y a des discussions où on commence à changer le focus du cancer du sein sur autre chose que juste
et si j'occupais, si je neutralise mes hormones, qu'est-ce qui arrive? Parce qu'il y a tout un gros prix à payer pour la femme, bien Là, sûr. on l'a vu aussi dans ton exposé, à quel point tout est relié. Tout. Et que je pense que la première chose à adresser, c'est le stress. C'est pour tout le monde. Ah oui. On est Ben, le dodo, le stress, l'assiette. Ça, là, si exact. Donc, c'est un défi, là, ouais, dans l'assiette, là, c'est protéines, bon gras, là. ouais. Mettre l'importance là-dessus. Un peu de glucides parce que j'ai besoin d'énergie rapide, mais je ne vais pas gérer la tarte au sucre de la même façon à 45 ans qu'à 16 ans. Fait que pas penser que oups, c'est la même. Si mes hormones soutiennent mon métabolisme, si mes hormones commencent à chuter, mon métabolisme chute. Donc, je ne vais pas transformer de l'assiette avec autant d'énergie qu'avant. Je vais faire du stockage. Donc, il faut que je regarde l'ensemble de l'œuvre, là. Ouais. Et tout le monde te complimente, Véronique. Tout le monde te remercie. Oui, Diane, ce live restera sur le site avec, si tu veux bien, la suite là, des images et tes deux références. Donc, à ton site, à ta clinique, à toi. On peut pas avoir de consultation avec Véronique, vous le savez, mais avec ton équipe, oui. Et ta formation de 60 heures avec Docteur des Hôtels, et vous avez un rabais de 100 dollars là-dessus. Je pense qu'il y en a qui ont pris déjà, qui l'ont dit à quel point c'est intéressant et que c'est vraiment, tu sais, juste de comprendre, juste là, les 2 heures qu'on a passées ensemble pour comprendre, survoler, moi, ça m'en a dit beaucoup. Et je suis vraiment, merci Véronique, merci, merci. Revoyons-nous, tu sais, comme quelque part en janvier, là, ça va être Noël, là. Ouais. Mais pensez, tu sais, même si on va être dans la folie, encore plus, pensez-y à votre dodo, à votre assiette, puis à votre stress. Et oui, merci, merci, merci. Tout le monde te remercie. Moi, la première. Et Ça fait à plaisir, Jacinthe. très bientôt, Véronique. À bientôt. Bye bye tout le monde. Bonne